Je me présente, je suis Ned Bouadja, j'ai 49 ans et puis marié, 3 enfants. Je travaille à la résidence Arlis, donc c'est mon lieu de travail. Donc depuis une quinzaine d'années, je travaille sur ce site. Donc je suis veilleur de nuit, et veilleur de nuit, smicard. Et puis mon travail consiste à faire de l'accueil, à faire de la sécurité. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, mon rêve c'était un jour peut-être de fouler le tour du monde. Moi, je suis français d'origine algérienne, parce que mes parents sont algériens. Donc en fait, mes parents sont arrivés en France dans les années 60 pour travailler, parce qu'ils ont été appelés pour de la main-d'œuvre. Et donc je suis issu d'une grande famille, parce que nous sommes 12 enfants. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour mes parents. Et puis moi de mon côté, c'est vrai que j'ai pas eu justement cette chance de pouvoir poursuivre des grandes études, donc, parce que j'ai dû quitter l'école à 16 ans pour y travailler, pour apporter le pain à la maison, parce que ça n'a pas été évident. Mais sinon, j'ai toujours vécu en France et puis ma vie, elle s'est faite en France. Alors c'est vrai que le boulot de veilleur de nuit, en fait, il est assez particulier. D'abord parce qu'on est des noctambules, on travaille la nuit. Moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille la nuit. Alors comment j'occupe mes nuits? Alors bien sûr, on fait beaucoup de réceptions, on fait de l'accueil, on fait des rondes. Et on ne fait pas tout le temps des rondes. Donc pendant des laps de temps, je m'enferme un peu dans mon monde à moi. Et mon monde à moi, c'est la montagne. Alors bien sûr, je ramène beaucoup de livres, je me ramène des vidéos, des cassettes. Et puis je m'imprègne de la montagne la nuit. Puis je vois jamais la nuit passer parce que ça passe tellement vite que voilà. Donc et puis j'ai peut-être quelque part aussi appris une certaine forme de sérénité qui m'a aussi peut-être sauvé à l'Everest, le fait d'être seul, puis de gérer cette solitude, parce que c'est pas évident de gérer comme ça la solitude. Et je la gérais bien en fait, et ça m'a beaucoup aidé ça. Me voilà, donc on est sur la route de Tigris. Donc à mon altimètre, on est à 4805 mètres d'altitude, on est pratiquement à la hauteur du Mont Blanc. Donc pour la phase d'acclimatation, ça se passe bien pour l'instant. On a une belle journée et puis on devrait être à Tigris dans moins d'une heure. Voilà, donc sinon ça se passe bien. Et puis en arrière-plan derrière moi, vous pouvez voir le Shisha Pangma. Très très belle montagne. Et puis on continue l'aventure. Allez, à plus. C'est vrai que les Algériens en général n'ont pas cette culture de la montagne, quoi. Donc c'est vrai qu'on est très très peu d'Algériens justement initiés à cette discipline. Et c'est vrai que le fait de cette rareté-là, j'avais envie d'un petit peu de passer le pas et puis pourquoi pas d'ouvrir des portes et puis pourquoi pas éveiller aussi des vocations, parce que à travers mes expéditions, je conférence un peu partout et je sensibilise un petit peu les gens. Et puis c'est vrai que je bourlingue un peu aussi dans les banlieues et dans les quartiers, parce que c'est vachement important, parce que de montrer un petit peu que des gens, des couches populaires peuvent avoir aussi des particularités, faire des choses assez exceptionnelles. Voilà. Donc là, on va rejoindre le camp de base avancé, le vrai camp de base de l'Everest, à 6400 mètres d'altitude. Voilà, donc j'ai encore 400 mètres de dénivelé à me coltiner. Après, ce sera repos de 3 jours, tranquille. Je suis plutôt mérité, bordel. Concernant cette expédition, en fait, Bernard Muller m'avait justement programmé cette expédition, et donc il l'avait justement mis en place par le biais de stages expédition. Et donc en fait c'était lui qui avait géré l'expédition, et qui l'avait préparé uniquement que pour moi personnellement, parce que j'étais la seule personne, le seul client à partir sur cette expé. Et à partir de là, donc, on avait mis en place un programme avec des liaisons téléphoniques par le biais d'un satellite qui m'avait remis entre-temps, et donc auquel il m'avait donné des informations pour la communication, parce qu'en fait, je devais l'appeler à peu près tous les 2 jours pour avoir des infos météo. Donc nous voici à proximité des cordes fixes pour aller sur le col nord. Donc là on a à peu près 3 heures de montée sur le glacier. Alors comment j'ai fait pour me payer l'Everest? Alors c'est vrai que d'abord ça a été un défi de taille. D'abord j'étais très, très intimidé, parce que je touchais les hautes sphères de ces gros dirigeants de grosses boîtes. Donc quand j'arrivais comme ça avec mon petit cartable, avec mon petit parcours sportif,
c'est vrai qu'ils me voyaient un peu ringard, ils se disaient qu'est-ce qu'il voulait me demander ce gars-là, quoi. Et c'est vrai qu'en discutant, ils se sont vite rendus compte qu'il y avait une valeur humaine qui était très importante pour ça, mais surtout pour la valeur de leur entreprise en fait. Parce que le cas de GFC Construction Bouygues, par exemple, la majorité des employés en fait sont beaucoup, il y a beaucoup d'étrangers, et pour eux c'était aussi une façon de montrer que voilà, on finance aussi des projets de haute montagne avec des étrangers, des Algériens, et que c'était aussi, ça reflétait aussi au niveau de l'entreprise. Et puis aussi, ils avaient aussi joué le lien aussi sur la sécurité, parce que en haute montagne, la sécurité est une condition sine qua non. On vient de subir une avalanche. Il semblerait que il y a 5 personnes qui ont été emportées. Donc on va attendre. J'ai mon Sherpa qui m'a dit d'attendre ici. Vous voyez, là ils vont faire un sauvetage. Il y a plusieurs personnes ensevelies. Après 7000 mètres d'altitude, c'est pas terrible. En fait, je m'imaginais l'Everest sans m'imaginer quelque part, parce que d'abord j'étais en face d'un symbole, et je me suis dit, est-ce que je vais être à la hauteur de pouvoir toucher du doigt ce symbole? Et pour moi, ça restait encore abstrait, je veux dire. Mais j'avais quand même une sensation assez étrange, parce que quelque part, j'avais l'impression que l'Everest m'appelait. C'était l'appel de l'Everest. Bon et voilà, on est sur la montée du camp 2. Montée super raide, terrible. Les moments durs, en fait, c'est quand vous êtes dans des situations que j'ai vécues, par exemple, cette tempête du 11 mai qui a dévasté notre camp. Ça a été des moments très très durs. Bon, là je vous montre un peu l'ampleur du dégât. On vient de subir une tempête de vent. Tout a été détruit. Ah, c'est pas possible. C'est injuste. C'est injuste. Alors c'est vrai qu'après, au bout d'un mois, je respectais plus en fait le programme d'appeler régulièrement, parce qu'en fait je baissais un petit peu de morale, et donc en fait j'oubliais un petit peu le programme. Donc en fait j'appelais Bernard Muller à des heures n'importe lesquelles, parce qu'il y arrivait à un moment donné où je ne voulais plus en fait appeler mon épouse ou les enfants, parce que je voulais pas que le sentiment domine et que je sois affaibli par ça. Donc j'ai appelé Bernard Muller, et j'expliquais à Bernard Muller que par son biais, je voulais qu'il donne des informations, enfin des nouvelles à mon épouse, parce que j'étais dans un isolement total à l'Everest. Bon nous voilà. Donc là nous venons d'arriver au camp 1. Là ce soir on va dormir pour refaire un peu d'acclimatation, toujours l'acclimatation. Je peux vous dire que c'est balèze, balèze. Ça se mérite l'Everest. Donc en fait là, c'est vrai qu'on est sur le jour du sommet, c'est vrai que là j'étais... Alors c'est vrai que j'avais une sensation assez particulière, parce que d'abord j'ai vu que c'était le sommet, quoi, et pour moi c'était quelque chose de particulier, mais je me suis pas vraiment rendu compte, parce que en fait j'étais totalement dans un état second. En fait, pour moi, la condition sine qua non, c'était surtout de redescendre vivant, parce que je savais parfaitement tout ce que j'avais fait en montée, qu'il fallait le redescendre. Et c'est vrai que la redescente reste quand même la partie la plus critique de l'alpiniste, parce que la descente, c'est là où il y a le taux de mortalité le plus important, parce qu'on baisse de vigilance, on appuie toutes nos ressources. D'autant plus que moi, j'avais eu un gros souci, c'est que j'ai perdu ce crampon à 8300 mètres d'altitude, et j'étais en situation très critique, quoi, puisque le Sherpa, quand il avait observé que j'avais perdu un crampon, pour lui j'étais considéré comme mort, quoi, pratiquement, hein, et que lui, la décision c'était d'arrêter l'expédition et de redescendre. Pour moi, il était hors de question de redescendre, parce que de toute façon, descendre pour mourir, je préférais mourir au sommet. Donc j'ai pris cette décision, et même si elle aurait pu avoir des conséquences
dramatique, j'ai pris cet engagement et voilà. Voilà, nous sommes sur le toit du monde, 2848 mètres. La première pensée que j'ai, c'est celle de mon épouse Fat que j'aime. Et mes 3 gamins, et Ariel. Voilà, pierre bénite, sur le toit du monde, la France, l'Europe, la Syrie, sur le toit du monde. C'est une première sur la face nord, le reste, côté tibétain. Quand on revient sur Terre, en fait, on n'est plus la même personne parce que psychologiquement, vous êtes affecté, vous avez été touché. C'est un traumatisme qui restera à vie. Je pense que c'est un traumatisme à vie pour tous les alpinistes qui touchent ce sommet. Même pour les gens les plus expérimentés, ça restera aussi une expérience traumatisante. C'est ce qui m'a changé en fait, parce que je vois les choses, je vois mes amis différemment, je vois mon épouse différemment, je vois mes enfants différemment. J'ai une relation différente avec mon épouse, j'ai une relation différente avec mon entourage. Et ça a fait toute la différence. Et je pense que Chomolungma, l'Everest, y est vraiment, vraiment pour quelque chose. Et elle m'a vraiment changé la vie, quoi. Et quand je vous dis qu'elle m'a changé la vie, c'est dans le bon sens, quoi. J'ai changé, j'ai trouvé une forme de sagesse, une forme de sérénité au fond de soi-même que l'on ne trouve pas si on n'est pas confronté à ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est la seule richesse qui est importante, qui existe pour moi. C'est très important.